Ouais, chers amis, merci de cette invitation. Je voudrais partir d'une question: pourquoi un italien ici et pourquoi un livre qui parle de l'école italienne en français? Et, il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a un échange entre nous. J'ai participé il y a 1 an et 3 mois, dans le mois d'octobre 2017, à un meeting, une conférence à Marseille, à l'initiative du manifeste pour la reconquête de l'école construise. Et après, il y a eu un enseignant, représentant du manifeste, qui a participé à notre conférence à Touraine dans le mois de mai passé, 2018. Une conférence pour l'abrogation de la réforme qui a été faite par le gouvernement Renzi et pour la reconquête de l'école construise en Italie. Conférence qui a réuni 200 enseignants et parents et qui a débouché sur une déclaration et sur l'initiative d'une délégation qui finalement sera reçue au ministère le mercredi prochain. Donc c'est déjà la 3e fois qu'il y a un échange entre nous. Et je suis resté étonné à Marseille la première fois. Je savais que les réformes sont dictées dans un même cadre dans toute l'Europe et même dans tout le monde. Je le savais et je l'avais écrit dans mon livre. Il y a un chapitre qui est à ce sujet. Mais je suis resté impressionné que ce n'est pas seulement l'identité des coûts budgétaires, des réductions de l'investissement, de l'augmentation des élèves dans les classes. Là, c'est la similitude, c'est énorme. Mais c'est sur la question de la pédagogie, des théories, des idées qui sont là, mises en place, qui c'est l'identité la plus forte. Je suis resté vraiment impressionné de cette similitude. Et alors je pense qu'il faut que le livre que j'ai écrit, c'est intéressant exactement sur ces choses-là. Parce que, bien sûr, si nous restons dans le cadre des mesures concrètes, il y a des similitudes et il y a des choses qui sont différentes. Parce qu'il y a une école qui a des choses qui sont plus ou moins les mêmes et d'autres qui sont un peu différentes. C'est normal, c'est l'organisation, c'est l'histoire de l'école italienne, de l'histoire de l'école française, comme partout. Mais si on reste sur le fond des questions, là, il y a vraiment une similitude et nous avons intérêt à nous unir. Alors d'abord, le livre est né d'une exigence concrète. J'étais alors enseignant, maintenant je ne suis plus enseignant, je fais le directeur. Et en Italie, un directeur maintenant ne fait plus l'enseignant, n'enseigne plus. Et je viens sur cette question, ce que je gère en tant que directeur. J'étais enseignant et j'étais menacé. J'ai eu l'impression, pas l'impression, c'était la réalité, d'être menacé dans mon métier, directement. Et pas seulement parce que les élèves étaient de plus en plus dans les classes, pas seulement parce qu'il y avait moins de moyens pour enseigner. C'était les théories qui mettaient en cause mon métier. Donc j'avais l'exigence concrète de reprendre les choses et de donner, pour moi et pour mes collègues, un instrument pour comprendre et pour défendre une profession. Après, je suis devenu directeur. Et bon, les choses sont un peu changées parce que c'est changé le travail. Moi, je suis titulaire à gérer 4 écoles. 4 écoles primaires et collèges, avec 1100 élèves, 1100 familles. Mais attention, maintenant, cette année, pendant que l'État ne fait pas le concours pour directeur, je gère autres 4 écoles à 15 km de Touraine, maternelle, primaire, collège. Ce sont 2100 élèves. Vous comprenez que dans cette situation, c'est difficile de s'occuper vraiment de l'enseignement, de suivre les classes, les problèmes, les élèves, les parents, les enseignants. Devient de plus en plus difficile. Je suis responsable de la sécurité du bâtiment, de l'administration, des salaires, des contrats, de tous les problèmes qui peuvent monter.
Donc c'est aussi une exigence concrète, mais là je vois aussi les enseignants qui sont sous une pression énorme. C'est de plus en plus difficile, et si tu restes attaché à la profession d'enseignant, même si tu es directeur et si tu ne fais plus l'enseignant, tu es porté à actualiser cette bataille et à dire bon, il faut faire quelque chose. Il y a beaucoup qui m'ont demandé, en tant que fonctionnaire d'État, moi je suis fonctionnaire d'État maintenant, mais comment tu fais à faire cette bataille? Comment tu fais à t'exposer d'une certaine manière? Bon, là, il y a des conditions, c'est les conditions italiennes qui me permettent ça, d'accord. Je suis membre d'un syndicat, qui c'est encore le syndicat de l'école, qui regroupe encore les directeurs et les enseignants, donc il y a des conditions qui me permettent ça. Mais d'autre part, c'est une exigence pour moi, pour rester attaché à l'école, aux exigences des élèves, des enseignants, à l'enseignement, au rapport avec les parents, avec les élèves et avec tous les problèmes qui sont là. Donc l'exigence, c'est, le titre de mon livre, c'est l'école renversée. Et l'exigence, c'est exactement double dans ce titre de ce que je cherchais de faire. D'abord montrer que les principes les plus élémentaires de l'école publique ont été renversés. Et de l'autre côté, de renverser ce qui a été renversé. De montrer ce qu'il y a derrière. Et là, on peut sembler absurde. Et je pense qu'il y a là une opération qu'on peut dire que c'est de montrer que l'absurde, c'est absurde. Parce que les théories sont comme ça. On dit que instruire, que connaître n'a plus de valeur. Mais attention, parce qu'ils le disent avec un langage, avec des théories, avec des livres, des conférences, avec une pression qui, les enseignants, les parents un peu moins, hein, mais les enseignants commencent à dire, bon, peut-être que instruire c'est une folie, mais peut-être qu'il ne faut pas enseigner, il faut passer des compétences vides, sans des connaissances. Il faut, à la place d'enseigner, il faut que l'élève apprenne à apprendre dans le vide, je ne sais pas quoi, non? Et alors, ça c'est absurde, mais il faut le démontrer. Et j'ai, comment dire, accepté ce défi de démontrer et d'aller jusqu'au bout de cette opération. Et le livre cherche d'aller jusqu'au bout des choses. Il y a un enseignant de mon école, de cette école que j'ai pris, une école primaire en plus de la mienne, hier, qui avait lu mon livre dans les vacances de Noël. Et elle m'a dit, j'avais pris ce livre en pensant, ouais, ce sera un langage difficile, c'est un directeur qui explique des choses sur la pédagogie ou pas sur la pédagogie, il fait encore un peu de politique. Elle m'a dit, bon, c'est très simple, et il démontre des choses qui doivent être démontrées. À mon avis, ça c'est un grand, comment dire, je suis très content de cette appréciation. Parce qu'il faut le faire en retournant sur la terre, d'une certaine manière, mais en prenant les arguments qu'il prend avec en sérieux pour le démontrer. Remettre ordre, je dirais. Alors, je vous laisse à la lecture en général, je passe simplement un peu le fil du livre. Non? Il y a d'abord les principes de l'école en général. Les principes d'enseigner, de l'instruction, les valeurs de l'instruction et de la conquête de l'humanité, ou bien de la volonté de donner cette conquête à tout le monde et pas seulement aux riches. De retourner sur ce principe. Après, il y a un chapitre sur les enseignants. L'art, le rapport entre l'art d'enseigner, le métier d'enseignant, dans un cadre
pas seulement d'enseigner pour enseigner, mais dans un cadre, qui c'est le cadre des principes, des conquêtes, des travailleurs, de la démocratie, etc. Après, il y a un chapitre sur la tromperie contre les familles et contre les élèves, qui montre, comment dire, l'opération qui cherche à dire qu'on met au centre l'élève, ses exigences, d'aller vers, de conquérir d'une certaine manière les familles pour porter des coups incroyables. Après, il y a un chapitre sur l'école élémentaire en tant qu'école de base, parce que s'il faut détruire l'école, il faut la détruire à tout niveau. L'université, on a écouté, le lycée, le bac, ici, la maturité, ça s'appelle la maturité en Italie. C'est plus ou moins des choses très similaires de ce qui se passe ici. Il faut détruire le collège, mais il faut aller à la base. Parce que si un élève commence à 6 ans à maintenir, à garder son intérêt, son savoir, si dans la première classe il commence à lire, et c'est pour ça que par exemple en Italie ils ont changé les programmes nationaux qui ne s'appellent plus le programme national, s'appelle simplement des indications nationales, qui disent qu'il faut apprendre à lire et à écrire dans la 2e classe, et pas plus dans la première classe de l'école primaire. Cela va changer tout, va apporter un coup sur tout l'enseignement. Donc il faut partir de l'école élémentaire, qui c'est l'école de base. Et là, il y a aussi des pages qui c'est sur mon métier. J'ai fait l'instituteur pendant des années. Je suis très lié à ce travail. Et donc, je montre vraiment qu'il peut être un travail vivant et important, et qu'il faut le défendre pour partir de là. Et je dirais une chose en plus. Il n'y a pas dans le livre de pages sur l'école maternelle. Mais maintenant, il s'attache aussi à l'école maternelle parce qu'il faut aller encore plus en bas. Il faut détruire à partir du niveau le plus bas possible. Après, il y a un chapitre sur la pédagogie, ce que je dis, les connaissances, les compétences, etc. Et après, le dernier, c'est sur le cadre international. Les directives, cela montre vraiment que ce n'est pas seulement quelque chose de spontané qui vient en avant, c'est quelque chose de programmé, de précis. Il y a des directives dans tous les pays, dans un cadre, et c'est pour cela que je reviens sur le début de mon intervention, c'est l'importance de porter cette bataille au niveau national, bien sûr, mais au niveau international le plus possible, dans un cadre que c'est celui de la défense des conquêtes démocratiques, du mouvement ouvrier, des travailleurs. Et là, on peut vraiment faire quelque chose d'important en diffusant les livres, d'accord, mais d'abord en faisant des meetings comme ça et en envisageant de faire des initiatives. Parce que il faut se donner les moyens pour résister, pour répondre. Et dernière chose, c'est cette lutte. C'est une lutte qui ne termine pas avec une réforme. Nous avons commencé, et je montre un peu le début, si on peut dire, des réformes en Italie, c'est la fin des années 90. La plus grande réforme, la plus importante, c'est l'autonomie scolaire, qui a donné tout le cadre à toutes les réformes. Et chaque fois, nous avons dit, bon, il y a eu le gouvernement Prodi, il y a eu le gouvernement Berlusconi, après Prodi à nouveau, après Berlusconi, après Monti, après... Et chaque gouvernement a fait une réforme. Et chaque gouvernement a fait passer des choses, pas complètement tout, parce qu'il y a eu une grande résistance, des luttes énormes, mais il a fait passer beaucoup de choses. Ils ont fait passer beaucoup de choses. Mais chaque fois, il y a encore plus. Parce que le but, c'est de détruire tout. Pas simplement de détruire les bacs, c'est très important, plutôt que de faire le salaire au mérite ou autre chose. Non, c'est détruire tout. De réduire à rien l'école publique. Donc nous avons beaucoup à lutter, d'être conscients qu'il y a beaucoup à défendre encore, que nous avons réussi à défendre des choses. Par exemple, en Italie, maintenant, il y a le projet. Tout le monde disait, bon, avec la réforme Renzi, c'est tout passé, on a détruit presque tout, qu'est-ce qu'il faut encore défendre? Maintenant, il y a un projet pour régionaliser complètement l'école. Contrat national, embauchement des enseignants, programme, etc.
Et nous lançons une conférence nationale pour le retrait de la régionalisation. Donc dans ce cadre, je pense qu'il y a beaucoup à faire et que nous avons les moyens pour le faire, parce que si on montre que l'absurde, c'est absurde, tout le monde comprend et tout le monde peut lutter.